Nous refusons de lever les mesures défensives, que ce soit les troupes ou quoi que ce soit d'autre. Ce que nous appelons mesures défensives. Et selon votre logique, pourquoi, alors qu'il y a une menace contre moi, me demandez-vous de lever mes mesures défensives sans pour autant gérer cette menace? Quelle est la logique? Quand nous observons de l'extérieur, le Rwanda fait l'objet de pressions, de sanctions et de critiques auxquelles votre pays fait face depuis un certain temps. Peut-on parler d'un processus d'isolement diplomatique du Rwanda en cours? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais pour ceux qui veulent le voir de cette manière, je ne peux pas les en empêcher. La façon dont ce conflit a commencé, il n'a pas été déclenché par le Rwanda. Il n'est pas du fait du Rwanda. Cette négligence de la part de ceux qui auraient dû le gérer correctement a fait des FDLR un problème de longue date qui continue de constituer une menace contre le Rwanda, surtout lorsqu'il est alimenté et soutenu par un gouvernement. Des sanctions ou des sortes de menaces, littéralement de simples insultes jetées à la face du Rwanda, comme si nous avions fait autre chose que de nous défendre et de nous assurer qu'aucune menace ne traverse la frontière pour entrer au Rwanda, d'où qu'elle vienne, et ce, particulièrement depuis l'est du Congo. C'est comme si vous blâmiez la victime tout en félicitant les auteurs des forfaits. Donc la chose la plus facile à faire ici est de blâmer le Rwanda, d'infliger la totalité des sanctions et tout le reste au Rwanda, parce que c'est facile. Ils font ce qui est facile pour eux. Les reproches, les sanctions, les menaces ou quoi que ce soit d'autre. C'est facile. Mmh. Mais cela peut-il apporter une solution quand vous passez sous silence les vrais problèmes, la cause profonde? Plus précisément, le 2 mars, le Trésor américain a imposé des sanctions contre les RDF et 4 de ses généraux, dont le chef d'état-major, en exigeant le retrait immédiat de vos troupes de l'Est du Congo en raison de leur soutien au M23. Avez-vous l'intention d'obtempérer? Si vous regardez les récents accords, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une seule partie remplisse toutes ses obligations et que l'autre ne les remplisse que très partiellement, voire pas du tout. En d'autres termes, la situation que vous évoquez et dont nous parlons implique de nombreuses parties qui ont des obligations à remplir. Mais le Rwanda est la partie qui devrait remplir sa part d'obligation et les autres peuvent choisir de le faire ou non. Il y a aussi les États-Unis qui nous ont réunis et qui tentent d'essayer de nous aider à résoudre ce conflit. Ils sont également tenus de s'assurer qu'ils nous poussent vraiment, permettez-moi d'utiliser cette expression, le Congo et le Rwanda dans la bonne direction de manière équitable. Donc les États-Unis peuvent le faire ou pourraient le faire en réalité s'ils le souhaitaient vraiment. Mais cela ne donne pas du tout de bons résultats, si tant est qu'il y en ait de choisir de mettre beaucoup de pression sur l'un et de traiter l'autre avec délicatesse pour des raisons que je ne souhaite pas commenter. Mais si vous choisissez, que vous faites le tri et qu'un beau matin vous dites: «Je vais choisir celui-ci», alors il y a un problème. Cela ne donnera tout simplement pas de bons résultats. Oui, mais il semble, et vous le savez,
que la prise de la ville d'Uvira par le M23, 6 jours seulement après la signature de l'accord de Washington, a été perçue par les Américains, l'administration américaine, comme une sorte d'outrage, un affront. Je pense que c'est un sentiment sélectif. Les gens ont choisi de comprendre comme ils le voulaient. Avant la signature de cet accord, le 4 décembre, il y avait eu des semaines ou des mois de combat. Certains, par exemple, à partir d'Uvira, d'autres en direction d'Uvira. C'était là avant la signature de l'accord. Je dis que la compréhension est sélective parce que les gens pensent qu'Uvira est juste quelque chose qui s'est produit après la signature de l'accord, ce qui n'est pas vrai. La chute d'Uvira ne s'est pas produite par accident ou juste après le 4 décembre. Elle était sur le point de se produire alors même que l'accord était conclu. Les États-Unis en avaient été informés presque quotidiennement, semaine après semaine. Ils avaient été informés des développements, de sorte qu'il ne pouvait pas être dit que la chute d'Uvira s'est simplement produite après le 4 décembre, par défi ou en ne respectant pas la signature de l'accord. Ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit, certains sont sélectifs, les gens font simplement ce qu'ils veulent. Il y a certaines personnes dans tout le processus qui choisiront cette version pour passer à un autre niveau ou pour obtenir un autre type de résultat comme ils le souhaitent. Monsieur le Président, votre ambassadrice à Washington a déclaré, c'était le 22 janvier, et je cite, le Rwanda s'engage effectivement dans une coordination sécuritaire avec l'AFCM 23, je l'affirme clairement, afin d'instaurer la confiance par la transparence. Tout le monde a interprété cela comme une reconnaissance du fait que vos mesures défensives signifient réellement une présence de vos troupes sur le terrain dans l'est du Congo. Êtes-vous d'accord avec cette interprétation? Oui, tout à fait. Je veux dire, dans l'ensemble, cela fait effectivement sens, si on y réfléchit bien. Mais concrètement, qu'entend-on exactement par mesure défensive dans ce contexte précis? En rapport avec les problèmes qui se trouvent dans l'est du Congo. Cela signifie plusieurs choses. Cela signifie que vous pouvez utiliser du matériel. Vous pouvez déployer des troupes au sol. Cela signifie défendre ce territoire. Donc je ne vois pas où est la contradiction. Il s'agit en fait de défendre notre frontière. Si je défends ma frontière et qu'il faut pour cela traiter la menace identifiée à 5 km, 10 km ou 20 km, et qu'une autre semaine, ils se sont retirés ou dans une autre semaine, il y a besoin de matériel pour traiter le problème qui vous menace. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Les mesures défensives ont toujours été décrites comme étant présentes. Tout d'abord, nous nous sommes déjà annoncés à différents endroits. Nous prenons des mesures défensives et les mesures défensives ne signifient pas qu'une seule chose. Concernant ces mesures défensives, Monsieur le Président, si je ne me trompe pas, le Rwanda refuse de retirer ses troupes de l'Est du Congo jusqu'à ce que le FDLR soit éliminé? Nous refusons de lever les mesures défensives, que ce soit les troupes ou quoi que ce soit d'autre. Ce que nous appelons mesures défensives. Et selon votre logique, pourquoi, alors qu'il y a une menace contre moi, me demandez-vous de lever mes mesures défensives sans pour autant gérer cette menace? Quelle est la logique? Mais le gouvernement de la RDC insiste pour que les 2 retraits aient lieu en même temps. Êtes-vous d'accord avec cela? En fait, ce n'est même pas le gouvernement, ce n'est même pas la RDC qui insiste là-dessus, c'est nous qui insistons là-dessus.
Pour la RDC, c'est comme si l'on attendait du Rwanda qu'il supprime ses mesures défensives, mais qu'en ce qui les concerne, on n'attendait rien d'eux. Une solution de compromis est donc possible? J'imagine que oui. Oui, et en fait, la position de compromis est déjà indiquée dans bon nombre de ces accords que nous avons eus, y compris celui de Washington, mais les précédents n'ont jamais été respectés par la RDC. Au sujet de M. Tshisekedi, lors de la signature des accords de Washington en décembre dernier, il y a eu des photos et votre langage corporel ainsi que celui du président Tshisekedi ont clairement démontré que votre relation restait très tendue. Je n'ai pas remarqué dans mon langage corporel. Oui. Le langage corporel est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air content et le président Tshisekedi n'a pas l'air content. Je n'ai vu personne d'autre sourire sur cette photo, donc c'était pareil pour moi. J'écoutais. Pensez-vous, pour votre part, que vous parviendrez un jour à vous entendre à nouveau avec M. Tshisekedi? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je n'ai en tout cas aucun problème à attendre que cela arrive ou à conclure que cela n'arrivera jamais. Je suis à l'aise dans ce statu quo. La récente visite de Jean-Luc Habyarimana à Kinshasa semble avoir inquiété le gouvernement rwandais. Pourquoi? Et savez-vous qui il a rencontré? Ce n'est pas un souci, François. Et ça n'a pas eu lieu qu'une seule fois, d'ailleurs. Est-ce que c'est une personne isolée? Cela dépend. Il est isolé, mais en même temps, il bénéficie du soutien de Tshisekedi. Et je veux dire, Tshisekedi est censé être le dirigeant de la RDC. Donc s'il s'associe à lui, cela signifie qu'il bénéficie de la machine de l'État et du leadership de Tshisekedi. En quoi est-il isolé? Mais le fait est qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule personne. Encore une fois, je n'arrête pas de le répéter. Le fils d'Abiyarimana, dans ce cas, n'est pas seulement un individu. Tshisekedi ou le Congo ont essayé de l'utiliser pour mobiliser l'opinion, le soutien en faveur des FDLR. Il y a beaucoup de personnes en France d'ailleurs, pas seulement Jean-Luc. Il y a le fils d'Abiyarimana qui vit là-bas et il constitue un réseau qui mène ou qui est en association avec les FDLR. Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'être associé au président de la RDC, comment peut-on minimiser cela en disant que ça n'a aucun sens? Et alors que nous vous disons que ce qu'il y a sur le terrain, c'est en fait une collusion et une association entre les FDLR et les FARDC. Monsieur le Président, depuis la prise de la ville de Goma en janvier 2025, le mouvement M23 a été accusé de violer gravement les droits humains et de procéder à des recrutements forcés. Pensez-vous que le M23 serait réellement mieux à même que le gouvernement congolais d'offrir une gouvernance véritablement meilleure? Il y a un conflit dans cette région. Il y a des problèmes qui doivent être résolus et il n'y a pas de nouvelle façon de les aborder. En fait, la situation d'aujourd'hui est meilleure qu'elle ne l'était avant qu'ils n'en prennent le contrôle. C'est ce qu'on me dit. Chacun peut se faire sa propre opinion. La situation est meilleure là-bas à Goma et meilleure à Bukavu qu'auparavant. Et je suppose que la présence de l'AFCM 23 à votre frontière garantit une meilleure sécurité frontalière avec la RDC? Incontestablement. En fait, toute la frontière est désormais sécurisée, cela ne fait aucun doute. Oui. Que cela plaise ou non, d'un point de vue sécuritaire, la situation est meilleure pour nous. Aux yeux de nombreux commentateurs, et vous le savez, Monsieur le Président, des diplomates et des médias, votre objectif structurel dans l'Est du Congo est de maintenir une zone d'influence politique, économique et sécuritaire
jusqu'à ce qu'un accord soit conclu avec le gouvernement congolais que vous ne considérez pas comme hostile. Est-ce exact? Le problème est que aujourd'hui, comme hier, nous voulons simplement une coexistence pacifique. D'accord. À l'heure actuelle, même dans un conflit, comme nous l'avons dit plus tôt, la zone contrôlée par l'AFC et le M23 ne représente pas un danger immédiat pour nous. Donc, dans une certaine mesure, nous sommes satisfaits avec cela. Mais nous savons que ce n'est pas la fin du chemin. Il y a beaucoup de travail à faire dans le contexte de l'Est du Congo, mais il y a l'ensemble du Congo. Alors, l'Est du Congo ou le Congo dans son ensemble, ne peuvent-ils pas cesser d'être un danger pour leurs voisins, en particulier pour nous-mêmes? Mais ce sont des exigences fondamentales. Je veux que personne ne menace la sécurité de notre pays. Donc nous serons très fermes que nous devons sécuriser notre frontière, cela ne fait aucun doute, dans tous les sens du terme. L'un de vos objectifs est-il de devenir un hub pour le traitement des minerais? Nous avons été un hub pour beaucoup de choses. Il y a un centre financier ici, un hub régional. Quel est le problème? Pourquoi cela devrait-il être une accusation contre nous? Pourquoi? On nous dit: «Vous êtes en RDC parce que vous voulez leurs minerais». Mais êtes-vous conscient que nous avons nos propres gisements de minerais ici? Nous avons nos propres minerais ici et ensuite les minerais de l'extérieur sont également les bienvenus. Cela dépend des actes, de la façon dont vous gérez cela. Nous participons pleinement au processus d'identification de l'origine de ces minerais. Nous en faisons partie, nous pouvons justifier de tout ce qui transite par ici ou y reste. Monsieur le Président, la présence de l'ancien président Kabila à Goma indique-t-elle qu'il a obtenu le feu vert de votre gouvernement? À quel point est-il proche de vous et des autorités rwandaises? Je serais heureux de m'assurer que ceux qui veulent venir et faire partie de l'Est du Congo, qui ont leur place ou appartiennent au Congo et qui souhaitent prendre part à la lutte pour un Congo stable, soient les bienvenus. Ce n'est pas forcément Kabila, mais nous parlons de Kabila. Kabila a fait son propre choix. Il a fait son propre choix. Il a ses problèmes. Vous savez comment le gouvernement actuel le poursuit ou l'a traduit en justice. À mort? Il se peut donc qu'il s'empare de certains de ses biens ou de quoi que ce soit d'autre. Alors, cette personne veut affronter cette situation dans son pays et je lui refuserai le passage. Quel sens cela aurait-il? Monsieur le Président, votre modèle de développement repose en partie sur votre bonne réputation internationale. Les sanctions ne risquent-elles pas de mettre à mal cette réputation? Que devrais-je faire pour conserver ma réputation et ne pas risquer de sanctions? Si je me tais, vais-je vraiment conserver cette réputation parce que ce sur quoi elle repose est en train d'être détruit? Peut-être que les sanctions font désormais partie de ce qui menace la stabilité du pays, notre réputation et ainsi de suite. Alors, ce sont donc des choix difficiles à faire, mais c'est aussi clair, ceux qui appliquent ces sanctions feront ce qu'ils veulent n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Mais si c'est parce qu'ils soutiennent quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou qui fait quelque chose de mal, elles sont appliquées. Si c'est basé sur des intérêts Et et qu'ils n'ont pas d'intérêt envers moi, comment vais-je arrêter cela?
Ils ont des intérêts ailleurs. Il n'y a donc aucun moyen pour moi de dire: «D'accord, s'il vous plaît, pardonnez-moi, n'appliquez pas de sanctions. Je ne sais pas ce que je peux faire». Car je ne comprends pas le fondement de leurs sanctions. Votre gouvernement, Monsieur le Président, a évoqué la possibilité de retirer ses troupes du Mozambique si l'aide européenne à cette mission était suspendue. Quelle était la réponse de l'Union européenne? Comptez-vous mettre cette menace à exécution? Ce n'est pas une menace. C'est juste une réalité. Nous avons accepté, nous avons envoyé nos troupes, nous avons fait de notre mieux. Et peut-être que, dans une certaine mesure, cela peut être déterminé par d'autres. Nous avons considérablement amélioré la situation. Un très bon échange. Il doit y avoir un moyen de rendre cela tenable. Je veux dire, on ne s'attend pas à ce que nous soutenions l'effort au Mozambique ou ailleurs, pour ensuite en payer le prix. Donc notre présence là-bas ne dépend même pas de l'Union européenne, qui ne donnait qu'une fraction de ce que nous dépensons vraiment en réalité à la fin. 20 millions de dollars? Oui, 22 millions de dollars. Mais nous dépensons environ 4 ou 5 fois plus pour diriger une force qui se situe aux alentours, des 5 000 hommes, sans compter les forces de police. Non, nous n'avons pas demandé ces 20 millions avant d'accepter d'aller aider le Mozambique. Et l'Union européenne, je ne sais pas comment ils ont pu être confus à ce sujet, pour dire qu'ils nous donnaient cet argent comme une faveur. Non, en fait, c'est une faveur faite au Mozambique, que nous aidons les entreprises qui opèrent sur place, Total, ExxonMobil et d'autres. Et le gouvernement du Mozambique, à qui appartiennent ces actifs, devrait trouver le moyen de payer pour la sécurité dont ils ont besoin. Et si l'on compare cette somme d'argent au volume des investissements, c'est infime. Alors, ont-ils besoin de sécurité ou non? S'ils en ont besoin, ils paient pour cela. S'ils n'en ont pas besoin, pourquoi devrions-nous être là? Le lendemain, nous devrions faire nos valises et partir. Une dernière question personnelle, Monsieur le Président. En juin dernier, puis-je le formuler ainsi, vous avez complètement disparu de la scène publique pendant 3 semaines. 3 semaines? 3. Presque personne ne savait où vous étiez et de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse concernant votre santé, au point que le gouvernement a dû les démentir officiellement. Alors, cela vous a-t-il surpris d'abord? Et cela ne soulève-t-il pas la question de savoir si un chef d'État a droit à une vie privée, si sa vie n'appartient qu'à lui et s'il doit répondre aux exigences de transparence? Pourquoi est-ce que 3 semaines, c'est trop? Pour que l'on ne me voie pas en public devant tout le monde? Pourquoi est-ce que ce serait trop? Je peux même prendre un mois, je peux disparaître. Ces temps-ci, j'apprends à prendre des vacances, à me détendre avec mes petits-enfants, et je vais le faire davantage, je pense. Mais laissez-moi vous dire. Oui, bien sûr, absolument. Si vous prenez n'importe où 10 personnes au hasard, ici, en France, au Rwanda, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et que vous prenez 100 personnes, d'accord, et que vous m'incluez parmi elles. Et si vous voulez examiner leur état de santé, en général, je me classe parmi les 10 premiers, parmi les meilleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir.